Bonsoir à tout le monde. Merci d'être présent ce soir pour la dernière conférence donc sur le thème de l'art et l'écologie dans le cadre de ce cycle de conférences proposé au Pavillon Blanc. Donc pour moi, c'est un plaisir de terminer sur cette thématique de l'art et la ruralité. Si vous avez suivi un petit peu celle d'avant, vous comprenez que ça a du sens pour moi. Autrement, je vais me présenter. Je suis Morgane Régnier. Donc, sur le plan professionnel, j'ai un parcours dans l'enseignement secondaire dans un premier temps, en tant qu'enseignante en arts plastiques au collège. Et puis, petit à petit, j'ai pris goût à la théorie en donnant quelques cours dans une université privée. Et pour finalement, aujourd'hui, donner des cours dans une prépa d'école, de concours en école d'art public. Donc je vais vous présenter le plan pour cette conférence aussi. Alors rapidement, comme d'habitude, j'aime bien définir les termes, donc ça va être juste le terme de ruralité. Et ensuite, j'ai décliné 3 grandes thématiques. La première, c'est vraiment l'idée de quelle représentation du milieu rural de manière générale, donc à travers l'exemple de plusieurs artistes que j'ai pris le temps de sélectionner. En deuxième temps, c'est l'idée de réfléchir sur la manière dont l'art est proposé en milieu rural, donc via quelques structures aussi plutôt locales. Et dans un dernier temps, éloge de la ruralité, c'est vraiment une sélection aussi d'artistes qui me tiennent à cœur, avec également un film qui a du sens aussi pour moi. On va voir tout ça par la suite. Donc la ruralité, par définition, qui appartient aux champs, qui concerne les champs, la campagne, de la campagne. Ça, c'est vraiment pour la définition un petit peu objective. Moi, ce qui m'a posé question en construisant cette conférence, c'est vraiment cette idée de la culture, l'accès à la culture en milieu rural, puisque effectivement, j'ai grandi en milieu rural et que j'ai eu un accès un petit peu particulier. En tout cas, c'est pas venu de suite à la campagne. Pour autant, j'y reviens et en étant la personne que je suis aujourd'hui, très passionnée par l'art et beaucoup plus avertie, je me rends compte qu'il y a aussi des choses qui sont faites pour permettre l'accès à l'art et entre autres l'art contemporain au cœur des campagnes. Donc cette idée de la centralisation de la culture, effectivement, on va le voir un petit peu après, mais c'est vrai que la culture, elle est relativement centralisée, notamment à Paris. Donc, quelle représentation du milieu rural? Le premier exemple que je vous propose ici, c'est celui de Myriam Richard, qui est une artiste du Sud-Ouest, que j'ai découvert toujours à travers cet ouvrage dont je vous ai parlé un petit peu tout le long des conférences, qui s'appelle Itinérance écologique, qui est un ouvrage qui retrace un petit peu via tout un tas d'axes autour de l'art et de l'écologie, comment des artistes s'emparent de ces questions-là à travers différents médiums, donc photographie, installation, projets un peu futuristes, et qui questionnent un petit peu leur place en tant que citoyens et artistes sur cette thématique-là. Donc elle propose de la photo argentique, et je me suis intéressée plus précisément dans le cadre de cette thématique sur sa série qui s'appelle Travaux des champs, qui est réalisée entre 2019 et 2022, donc en Gascogne, donc dans le Gers précisément, mais un petit peu partout. Elle a vraiment une vision du monde rural et des gestes quotidiens dans le monde rural. C'est ce qu'elle essaie vraiment de mettre en avant dans son travail. C'est vraiment ce désir de témoigner de la vie rurale et familiale. Donc on voit souvent des scènes qui ont l'air un petit peu quotidiennes, presque intimes, d'un parent et d'un enfant sur un tracteur en train de travailler. Mais il y a vraiment cette idée aussi de travailler en commun, de travailler en famille. Et je trouve que ça se perçoit bien dans son travail. Au cœur de cet ouvrage, c'est un petit peu comme ça que je me suis intéressée à elle. Je suis tombée aussi sur cette citation qui définit, me semble bien, son approche. Mon projet photographique, Travaux des champs,
Véritable antidote au monde moderne, se veut un portrait d'hommes et de femmes vivant dans leur ferme, préoccupés en permanence à construire leur présent. Dans le respect du vivant, je rends ici hommage au monde paysan qui perdure avec patience et combativité et propose une lecture sensible et poétique des travaux des champs en Gascogne. Donc je pense que tout est dit ici dans la démarche de cet artiste-là, où en fait, elle crée quelque part une mise en lumière aussi de personnes qui ne sont pas tellement mises en lumière justement, d'un monde paysan et de tout un art de la transmission de gestes qui sont réitérés et qui parlent aussi d'un univers que quand on n'y a pas accès, on ne comprend pas forcément. Et il y a beaucoup de poésie dans la manière dont elle le fait. Je pense notamment à cette photographie donc, qui propose vraiment un folklore. Donc c'est une fête locale avec habits traditionnels. Donc on parle vraiment de légendes, de rituels, de musique, de convivialité autour de repas, de marches. Et pour le coup, j'ai connu les phases de transhumance. Donc la transhumance, c'est l'idée d'apporter les animaux qui sont initialement dans la ferme pour l'hiver, dans les estives à l'époque du printemps. Et donc c'est quelque chose d'assez physique où il faut rassembler les animaux. C'est toute une organisation vraiment qui se fait en amont. Mais pour autant, il y a beaucoup de convivialité et ça débouche souvent sur un gros moment festif, de repas, de joie. Donc il y a aussi le temps où on va ornementer les cornes, mettre des colliers, des cloches, décorer les animaux. Et puis multigénérationnel, c'est-à-dire que moi, je l'ai eu fait avec des amis de mes parents paysans, j'avais quelque chose comme 5 ans. Donc il y a vraiment l'idée aussi d'apporter toute génération et de passer un temps dans la lenteur, dans l'effort, pour amener d'une étape à une autre. Et je trouve que c'est un temps assez intéressant qui se perd évidemment, parce qu'au final, c'est lent, ça dure toute une journée, et je sais que c'est un parallèle un peu large, mais je sais que par exemple, dans la question de prendre l'avion, je me questionne toujours un peu comment ça se fait qu'à un moment donné, je suis à Toulouse et 2 heures après, je suis à Berlin, par exemple. Il y a une notion du temps qui est relativement perdue. Et dans ces rites et ces traditions paysannes, il y a l'idée aussi de rassemblement, de prendre le temps juste de contempler et de faire, d'être dans le faire. Une autre photographie ici, donc avec un regard assez drôle, où on voit finalement presque plus le corps de la personne, on voit 2 jambes et puis la lourdeur du fardeau sur le dos. Donc il y a quelque chose d'un peu risible, mais en même temps on comprend la question du labeur. Souvent quand on parle avec des personnes qui travaillent dans le milieu agricole paysan, on comprend que c'est quelque chose qui est fastidieux, qui est lourd, qui est compliqué et qui est surtout rythmé de jour en jour. C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de temps de travail, de temps de vacances. C'est-à-dire que c'est un travail qui se fait de tous les jours avec beaucoup de rituels. Et cette photographie, je trouve qu'elle illustre assez bien ça, un travail de chant où on répète des gestes. Donc vraiment des portraits d'hommes et de femmes vivant dans des fermes et préoccupés à construire leur présent. Parce qu'il y a vraiment cette idée de présent. On est dans le présent, en action. Donc Myriam Richard, ce qui l'intéresse aussi à travers la photographie, sa photographie, c'est de mettre un peu en lumière le contraste avec l'époque dans laquelle on est. Une époque qui est relativement faite de vitesse. Et encore une fois, elle met en lumière ces personnes qui répètent des gestes très anodins, mais qui vont sur du long temps en avoir les fruits. Donc éprouver le passage des saisons. Il y a aussi cette idée de saisonnalité, c'est-à-dire que les travaux d'été ne sont pas les mêmes que les travaux d'hiver. Cultiver un potager, entretenir une vigne, entretenir un verger, des arbres fruitiers. Tous ces petits gestes, en fait, ils vont avoir un résultat, mais qui est absolument pas immédiat, mais qui sont indispensables. Tailler une vigne va complètement définir la qualité du raisin, par exemple. Et pour autant, si on le fait trop tôt, ça va pas forcément être bon. Après, il y a tout aussi
des histoires qui sont connectées avec les lunes. Mon père, par exemple, qui a des vignes, il va tailler les serments à un moment donné et pas un autre en lune montante ou je sais plus, je sais plus entre autres. Mais sinon, ça peut complètement modifier la qualité du, enfin, du verger ou de la vigne, entre autres ici. Donc l'idée de ces photographies, j'ai l'impression qu'elles tournent autour de la simplicité et de l'authenticité. Alors, ici, je vous présente un travail qui est un peu particulier pour moi parce qu'il me tient pas mal à cœur. C'est le travail d'Amanda Meunier, qui est une toute jeune femme qui photographie les gens qui l'entourent. En fait, elle a grandi dans les Baronnies, donc à Esconnay, dans les Hautes-Pyrénées. Elle a une mère qui est agricultrice, donc c'est une ferme qui est plutôt féminine. Elle explique tout simplement que les hommes ont déserté par mort, pour aller vivre d'autres choses en tout cas. Et du coup, elle a toujours aidé un petit peu sa mère, sa grand-mère, à tenir les cordes de cette ferme où il faut se lever tous les jours, il faut aller faire des gestes répétitifs, tout en faisant ses études. Donc elle est partie à Toulouse, elle a fait des études, entre autres elle est rentrée à l'ESSAV, donc la licence d'audiovisuel à Toulouse, et elle a toujours eu une grosse pratique de la photographie argentique. Et au fur et à mesure, elle est retournée dans ces montagnes pour aider sa maman qui avait vraiment besoin d'aide. Et elle a commencé à photographier son entourage et les personnes qu'elle côtoyait tous les jours, entre autres des paysans, dans un espace extrêmement reculé. Et elle s'est mise petit à petit à attraper une caméra par intérêt pour le cinéma et à filmer le quotidien de ces personnes-là. Donc c'est vraiment une idée de mettre en lumière des racines, ce terroir et les personnes en fait qui font son quotidien mais qui sont isolées dans la montagne et dont personne n'entend parler. C'est des personnes qui ont beaucoup de savoir sur la nature, sur les animaux, donc sur le vivant de manière générale, et qui se le transmettent par oralité, par répétition des gestes de père en fils, etc. Et ici de mère en fille, entre autres. La tradition, le savoir-faire, elle va le mettre en lumière via un projet en fait qu'elle va proposer dans le cadre de ses études, qui s'appelle Paysans des Nostas, qui est une série en fait documentaire composée de 7 courts-métrages qui durent entre 10 et 20 minutes, où elle fait des portraits de chacune de ces personnes-là qu'elle connaît au quotidien. Donc elle va monter à la montagne avec un chevrier, un berger, un éleveur de vaches. Et elle va filmer des gestes vétérinaires pour aider une vache pour accoucher de son petit veau, etc. Donc il y a des choses très rudes aussi à regarder. Pour autant, il y a beaucoup de bienveillance dans les gestes qui sont proposés, dans les discussions qui sont dites. Et elle a quand même une approche qui est extrêmement poétique et artistique. Elle va travailler sur les reflets, sur des petites fleurs. Elle va en attraper une et elle questionne un petit peu son entourage et toute la poésie qui sort un petit peu de cette authenticité, de ces rapports entre les paysans et leur travail. Et finalement, elle retrace le portrait de personnes passionnées par ce qu'ils font et ce qu'ils vivent au quotidien. Alors j'ai retenu cette citation qu'elle avait donnée durant une interview. « Ce n'est pas moi qui ai choisi cette thématique, c'est la thématique qui m'a choisi. En fait, c'est mon milieu, c'est juste ce qui m'entoure. Ça s'est fait comme ça, naturellement. Et j'ai eu l'occasion d'aller à une espèce de conférence où elle présentait ses courts-métrages à la Forêt électrique, qui est un lieu, un cinéma à Toulouse, un lieu de culture en tout cas. Et c'était assez intéressant parce qu'après la diffusion des courts-métrages, il y a eu un temps de discussion où elle expliquait que de sa jeunesse, donc elle a quelque chose comme 25, 26, je ne sais plus, elle est repartie vivre donc, dans la ferme de sa mère en assumant ce projet un petit peu de reprendre la ferme familiale. Et pour autant, le dernier court-métrage qu'elle propose, c'est vraiment ce questionnement où elle appelle des membres de sa famille, des amis, où elle explique mais qu'est-ce que je dois faire en fait? Est-ce que je dois reprendre cette ferme? Et tout un tas de personnes interagissent avec elle avec beaucoup d'amour en disant tu devrais peut-être repartir à la ville pour faire du cinéma.
des choses qui sont beaucoup plus conventionnelles et socialement valorisées. Et elle met un petit peu en exergue ce regard social qu'on a sur le monde rural et sur le fait que en fait, c'est pas un espace pour une jeune fille. Donc c'est assez drôle de voir ça et en même temps, je trouve ça très courageux. Elle dégage de cette force-là dans sa manière de présenter. On sent qu'elle est très passionnée et pour autant, elle a pris un peu la chose à l'envers où finalement, elle retourne la caméra autour d'elle et ça donne lieu à quelque chose de très sensible et de très poétique. Donc je vous conseille d'aller voir ces courts-métrages, enfin de les rechercher ou en tout cas de voir aussi ces expositions photographiques ou ces courts-métrages quand ils passent à Toulouse. Elle le fait de temps en temps. Elle est très intéressante et très pertinente, très sensible aussi. Alors ici, je vous présente un travail vidéo aussi. C'est une vidéo qui dure à peu près 4 minutes. Et justement, c'est par le biais d'Amanda que j'ai eu de l'intérêt pour ce travail-là. Parce que durant justement son intervention à la forêt électrique, elle explique que pour elle, c'est un peu inadmissible que par exemple, tondre une brebis, un mouton, ça soit un geste qui soit considéré comme violent ou incompris par beaucoup de gens et entre autres dans le milieu citadin. Le faire, c'est hyper important pour le bien-être de l'animal parce que sinon, il s'en retrouverait que avec plus de lainage et que c'est un geste qui est très particulier et très bien mené par les personnes qui savent le faire. Et ce film, en fait, il retrace un peu tout simplement des gestes qui sont faits autour de l'animal et du soin de l'animal. Et c'est comme une espèce d'enquête où on regarde silencieusement, on entend les bruits avec cette personne qui vient comme ça entretenir l'animal et lui faire du bien. Et il y a une espèce de proximité, d'intimité aussi dans le fait de l'attraper, de lui enlever. Et puis il y a un cercle qui se fait comme ça de l'avant et de l'après où ils ont une espèce de sentiment de liberté. Ils sautent un petit peu à tout va après l'opération. Donc je trouve que c'est intéressant aussi de mettre en lumière ces gestes-là qui sont parfois incompris par les personnes qui ont pas forcément accès à la compréhension ou enfin, à des personnes qui travaillent là-dedans. Donc il a vraiment une pratique de la vidéo. Celle-ci, elle a de l'intérêt aussi, il me semble. C'est une petite cueillette d'une personne qui connaît. C'est le principe vraiment de la micro-histoire où en fait on ne va pas s'intéresser de manière formelle à un récit, mais on va essayer d'aller vraiment en profondeur, en intimité sur la vision du monde d'une personne. Donc il y a quelque chose de très intime autour de la contemplation, de la déambulation. Ici, entre autres, c'est une cueillette d'osier. L'osier qui a beaucoup de qualités, par exemple pour la vannerie tout simplement. Et effectivement, on a tendance à oublier toutes les choses qu'on peut trouver dans la nature. Je me suis trouvée aussi comme ça une fois à aller ramasser de l'osier pour faire une couronne de fleurs tout simplement. Et je me suis rendu compte qu'autour de moi, il y avait de la menthe, il y avait du coup de l'osier, il y avait de la sauge. Et j'ai cueilli toutes ces choses et il y a eu un peu un moment d'incompréhension parce que je vis à Toulouse et que lorsque je suis dans la campagne, c'est dans le territoire vraiment de mon enfance. Donc des fois, il y a une espèce de déconnexion qui se fait. Et dans ces gestes de silence, de contemplation très intime, je me suis dit, mais c'est drôle en fait, c'est comme si c'était un supermarché naturel et gratuit. Et il y a eu une forme d'incompréhension de me dire, mais mince, mais en fait, pourquoi est-ce que je vais au supermarché? Pourquoi est-ce qu'on va tous au supermarché? Il y a plein de qualités, de choses dans la nature. Et je trouve que c'est intéressant aussi d'apporter un regard là-dessus sur tout ce que la nature peut nous offrir, entre autres l'intérêt qu'on peut lui donner. Parce qu'effectivement, il faut s'y pencher, essayer de regarder autour de nous, de se renseigner de qu'est-ce que c'est cette plante, quelles sont ses vertus, et essayer de travailler vraiment autour de ça. C'est un travail de longue haleine, de connaître ce qu'il y a autour de nous. Évidemment, sur cette thématique, j'avais envie de parler de Raymond Depardon, que j'apprécie énormément, entre autres, notamment pour ses documentaires, mais aussi pour ses photographies. Finalement, je connaissais plus ses séries sur les hôpitaux psychiatriques, mais j'ai quand même eu l'occasion de voir quelques photographies de son ouvrage qui s'appelle Rural. Donc je les ai vues au petit centre d'art Claude et Georges Pompidou de Cajar, dont je vous ai déjà parlé et dont on va parler juste après également.
Et je suis tombée sur celle-ci qui m'a complètement saisie. Donc avec cette petite mamie qui attrape comme ça, l'air de rien, dans sa cuisine, un rayon de soleil. C'est vraiment cette idée de l'instant décisif que nous décrit Henri Cartier-Bresson, où en fait on va figer un moment où une lumière vient éclairer un visage et il n'y a rien besoin d'autre que de vivre l'émotion qui transparaît dans cette intimité-là. Donc lui, il est fils d'agriculteur et il va faire beaucoup de photos reportages, mais il va quand même retourner aussi, donc il a grandi dans la campagne, et il va retourner dans les années 90 sur cette mise en lumière des personnes paysannes à la chambre photographique et faire tout un tas de portraits extrêmement touchants, je trouve. Donc avec cette esthétique noir et blanc qui donne quelque chose de très particulier, très chargé, c'est presque pictural. Il explore comme ça le monde rural, il raconte un petit peu l'histoire de ces terres, de ces hommes, du travail quotidien, manuel, où c'est vraiment les mains qui vont se mettre à l'œuvre. Cette question aussi de l'isolement, de la fragilité, des petites exploitations, des choses aussi dont on entend parler mais dont on ne sait pas vraiment grand-chose. Et il y apporte un regard sensible qui est le sien et que je trouve très chargé. Mais il va également proposer des paysages, tout simplement, hein, un paysage un peu dégagé comme ça, où il y a des moutons qui paîtrent. Et c'est vraiment la beauté des paysages français. Il y a quelque chose de très ordinaire en même temps dans la manière dont il photographie ces paysages-là. C'est très simple, mais très touchant pour autant. Donc j'ai retenu cette citation. Ces hommes et ces femmes qui habitaient et persistaient à cultiver ces terres désolées étaient des sages, des philosophes, des héros, en avance sur l'indispensable décroissance à venir. Ce choc politique et idéologique a été un moteur pour mon projet. Donc il y a aussi quelque chose d'un regard politique et engagé dans son travail, où il va vraiment apporter quand même une touche pas si neutre que ça, donc aussi sûrement de par ses origines. On écrit à partir de ce qu'on est et de ce qu'on fait, mais il va vraiment mettre en lumière aussi cette France, toujours pareil, un espèce de vrai visage un peu simple, ordinaire, mais qui parle d'une humanité qui entretient une relation malgré tout avec son environnement. Et c'est aussi ce que j'ai l'impression de ressentir en repartant dans des espaces naturels ou des espaces familiers de type campagne, c'est qu'en fait, on reconnecte vite. Et je trouve que vraiment, il y a cette idée d'apporter un regard sur chaque saison, sur une activité en lien avec la nature, parce que effectivement, à la campagne, il me semble que c'est vraiment plus marqué. C'est-à-dire que, par exemple, en automne, on va ramasser les châtaignes, les champignons. En janvier-février, il y a la truffe. Au printemps, il y a d'autres champignons, ou alors il y a la ramasse de l'ail des ours. Et tout est marqué un peu comme ça par des cueillettes ou des temps de recueil, c'est-à-dire qu'en été, au printemps, on va être beaucoup en extérieur. L'hiver, on va être plutôt en repli autour de la cheminée. Et ça laisse des temps de contemplation aussi comme ça, qui marquent vraiment bien la temporalité. Vincent Gouriou, donc je l'ai découvert il y a pas très longtemps par un ami qui m'a présenté cet artiste lorsqu'on parlait de l'art et de la ruralité. Et j'ai trouvé ça très touchant parce que c'est aussi une réalité. C'est qu'à la campagne, c'est pas forcément facile d'accès pour tout le monde. Et il va mettre en lumière en fait cette question des préjugés aussi, ou des personnes qui seraient pas hétéronormées, donc à orientation sexuelle différente que hétérosexuelle, vont être un petit peu discriminées ou rejetées. Et en fait, il y a une espèce de retour comme ça aujourd'hui où les personnes tout le monde se sent en capacité de revenir à la campagne et d'assumer un petit peu leur identité et ne sont plus obligés de faire semblant d'être quelqu'un d'autre. J'ai eu aussi des récits comme ça quand j'étais plus enfant. On m'expliquait que le fils d'un tel, il est parti à Paris parce qu'il ne pouvait pas vivre
de qui il était réellement, entre autres un homme homosexuel. Et c'est des choses que je comprenais pas du tout, que j'ai compris via des discours de certaines personnes. On le comprend, on l'entend. Mais ça fait plaisir à voir ça fait plaisir à voir que les choses évoluent. Et il va vraiment mettre en lumière aussi cette poésie, cette sensibilité d'un territoire qui évolue également et qui s'ouvre un petit peu au monde. Donc là, il y a ce couple de femmes qui sont dans leur intimité, qui sont toutes les deux paysannes, et il met en lumière les personnes de l'ombre, en fait, par ce prisme-là. Donc je trouve qu'il y a quelque chose d'extrêmement sensible aussi et très actuel sur le fait que on a besoin d'un retour à la nature et que tout le monde devrait y avoir accès et que ça paraît tout à fait normal. Dans un deuxième temps, ça me semblait intéressant de parler des lieux d'exposition, de ces lieux qui proposent de l'art contemporain, parce qu'il peut y avoir des petits musées qui proposent des outils de la paysannerie ou autre, et c'est tout à fait intéressant, mais avoir accès à une culture plus contemporaine, ça semble beaucoup plus compliqué. Et c'est normal, il y en a moins, donc on a difficulté à rentrer dans des structures muséales quand on n'y est pas habitué. Donc là, je voulais vous présenter le Centre d'art et de photographie de Lectoure, qui se trouve donc à Lectoure dans le Gers. Donc c'est l'unique centre d'art contemporain spécialisé en photographie en région Occitanie. Donc il y a vraiment une idée d'inclusion. L'inclusion à la campagne, elle n'est pas simple, puisque l'art contemporain n'est pas forcément facile d'accès. Et comme dirait Bourdieu, le capital culturel n'est pas le même en ville ou à la campagne. Et effectivement, j'en atteste. Ayant grandi à la campagne, j'ai eu accès très très tard à l'art contemporain. Pour autant, il y a des choses qui se rattrapent derrière. Mais c'est vrai qu'il faut rencontrer les bonnes personnes aussi. Moi, entre autres, j'ai eu la chance d'avoir une prof d'art plastique qui m'a motivée à poursuivre en art plastique et à mettre un pied dans l'art contemporain, chose que j'avais l'impression de pas du tout être légitime. Il y a vraiment cette idée de passer un pas, de se sentir légitime, d'aller voir de l'art. Je vous présente en même temps cette œuvre parce qu'elle a été exposée justement à Lectoure. C'est une vidéo également que je trouve assez étrange et assez questionnante. Donc c'est une vidéo de Sarah Del Pino, qui met en lumière comme ça dans une atmosphère un peu dystopique l'esthétique presque d'une science-fiction. On dirait un monde parallèle sans humain. En fait, c'est la manière dont les fermes sont composées de robots et intègrent la technologie. Donc il y a plein de plans comme ça où il y a des animaux qui sont en train de brouter, via des machines qui passent comme ça et qui les alimentent. Donc c'est très drôle parce qu'on sent que tout ça est manigancé par l'homme, mais il n'y a aucune présence humaine. Donc il y a une espèce de paradoxe entre cette absence et cette présence de l'homme, où il n'y a plus aucun geste, où il n'y a plus aucune convivialité, comme on a pu le voir dans le travail par exemple de Myriam Richard, où il y a vraiment une idée de collectif, de travail en commun. Ici, tout est très aseptisé, mais en même temps, on est toujours dans l'univers de la campagne, de l'agriculture. Donc il y a une espèce de tension entre artificiel et naturel qui met un petit peu en question et en tension aussi. Et finalement, ce qui paraît dystopique ne l'est pas tant, puisque beaucoup de fermes sont maintenant robotisées et industrialisées. Donc la maison des Arts Claude et Georges Pompidou à Cajarc dans le Lot a proposé quelque chose d'assez intéressant donc en 2021. Un même monde, en fait, c'était en pleine période du Covid où il était très compliqué d'accéder à de l'art. Et ils ont proposé comme ça une exposition visible de l'extérieur. J'ai trouvé ça très fin et très intelligent. Parce que je ne sais pas comment vous l'avez vécu, mais moi, le manque d'accès au musée, ça a été terrible. Surtout, voilà, il y avait une espèce de crise un peu où on hiérarchisait les librairies, etc., qui était assez pénible. Et on sentait effectivement que la culture, elle avait elle avait quelque chose de pas si important aux yeux de l'État. Qu'importe, le Centre Pompidou a proposé comme ça des cercles dans lesquels on pouvait visionner
des tableaux, des photographies, des vidéos, avec des petits cartels qui étaient disposés à l'extérieur. Et ça a permis de rendre visible de l'art gratuitement et de permettre aussi, en gardant un petit peu cette distance et cette réglementation très particulière qui a eu lieu durant le Covid-19, mais permettre voilà, cet accès-là. Moi, ça me pose aussi cette question de comment créer du lien entre cette transition écologique et cette transition culturelle. Donc, toujours dans cette question de quel est notre rapport à la culture, quelle est la place qu'on lui accorde dans la société. Il y avait vraiment cette idée aussi durant la crise du Covid, où on a vu, et moi la première, tout un tas de personnes vivant dans des villes partir à la campagne. Donc d'un moyen ou d'un autre, puisque le travail n'obligeait plus la présence en ville, il y a eu un gros retour à la campagne. Et c'est vrai que ça a un petit peu rebattu les cartes où beaucoup de personnes se sont questionnées sur le sens de vivre en ville. Qu'est-ce que ça nous apporte? Est-ce que ça nous épanouit? Et c'est vrai que voir durant des mois le printemps naître, il y a quelque chose d'un peu compliqué de se dire pourquoi est-ce que je le loupe depuis des années? Est-ce que ça a du sens? Et toujours cette question de la lenteur, de voir les choses pousser lentement et doucement. Bon, évidemment, j'avais envie de vous mettre le musée Soulages aussi, qui a ouvert à Rodez. Donc le musée Soulages qui est dédié au peintre Pierre Soulages, qui a une renommée internationale. C'est vraiment l'idée d'une rétrospective, de partir de son travail de jeunesse pour aller vers ses peintures beaucoup plus matures, donc même jusqu'à la fin de sa vie, donc les collections d'Outre-Noir. Ce musée, je suis allée le faire. J'avais pas forcément une sensibilité particulière pour Pierre Soulages, pour ses toiles. Pour autant, je suis restée sidérée face à ces toiles. Je pense que le travail de scénographie, donc de mise en scène de ces toiles, y est pour beaucoup. Le bâtiment même, qui va jouer un petit peu sur ce brou de noix, sur cette tôle qui va finalement vieillir avec la météo, avec le temps, qui fait complètement référence à ces toiles. Il y a une espèce de mise en abîme. Et puis, chaque œuvre est exposée à merveille avec une mise en lumière où on a l'impression que le musée fait autant office de tableau que les toiles en soi. Et il y a comme ça des aplats tout lissés et puis des trames donc de l'outil qui vient creuser la matière et qui crée des nuances incroyables de doré, de violet, d'argenté. Tout ça sur des toiles qui sont couvertes de peinture noire. Donc c'est assez ahurissant. Et pour le coup, pour de la peinture abstraite, je trouve qu'il y a quelque chose d'aussi accessible via la couleur noire qui est censée ne pas en être une, mais qui finalement vient complètement révéler un prisme de couleurs et de brillance, de tout un tas de choses qui se projettent sous nos yeux. Ce musée, c'était un drôle de pari. Je me suis un petit peu renseignée sur le pourquoi du comment. Au final, c'est plutôt une réussite, mais beaucoup de personnes étaient sceptiques à son ouverture, pensant que justement le public aveyronnais n'était pas le bon public. Voilà. Il y a vraiment cette question de c'est trop bien pour ces gens-ci. J'avais retenu de l'interview de la direction qui travaillait vraiment pour que ce musée ouvre, mais il y avait des personnes qui étaient tout à fait contre. Finalement, c'est un franc succès pour la ville de Rodez et puis pour l'étoile de Soulages qui rendent aussi hommage à d'où il vient. C'est un Ruténois. Donc c'est plutôt une bonne chose, je trouve qu'il y ait des parties, des espèces de paris comme ça, de villes, de vraiment miser sur un gros musée qui va coûter de l'argent, mais qui offre de la culture aussi à d'autres personnes et qui amène aussi des gens à venir dans des petites villes d'Aveyron. Parce que Rodez, il y a le musée Soulages, mais il y a aussi une magnifique cathédrale. Il y a tout un patrimoine à découvrir. Il y a d'autres musées aussi qui sont très intéressants. Éloge de la ruralité. Je voulais finir un petit peu, continuer sur un regard un petit peu poétique sur la ruralité. Je voulais commencer avec ce film Farebic, qui est très ancien, il date de 1946, qui est réalisé par Georges Rouquier.
Ce film, il m'a été, enfin, je le connais, je le visualise depuis mon enfance puisque c'est le film culte de mon père. Et j'ai compris que bien plus tard pourquoi ça avait du sens pour lui, parce que fils de paysan, lui-même tout jeune, il allait garder les vaches. Et en fait, ça parle de son enfance, ça parle de ses gestes, de ses temps de sieste dans un champ avec son frère où il se réveillait, les vaches avaient disparu. Et Farebic, ça parle de ça. Ça se passe dans le petit village de Goutrins en Aveyron. Et en fait, Georges Rouquier filme donc les gens de sa famille, la famille Rouquier, le quotidien de paysans qui ont des gestes. Par exemple, dans le village de Goutrins, et ça marchait comme ça dans beaucoup de villages, quand on faisait le pain, c'était une famille par semaine. Donc chacun avait son four et on faisait la fournée et puis on partageait les miches de pain par famille. Et il y avait plein de choses comme ça qui marchaient un petit peu en collectif, qui semblent logiques en fait quand on y pense, mais qui ont pourtant complètement disparu de notre quotidien. Et effectivement, je pense que le Covid a un petit peu remis en question et en lumière ces choses-là. Donc c'est vraiment filmer les 4 saisons qui s'écoulent avec beaucoup de lenteur. Il apporte ça aussi, ce film. C'est juste des discussions très simples autour des travaux qu'il y a à faire dans la journée, du repas qu'il y a à faire le soir, de tuer le cochon et de tous ensemble travailler comme ça la viande et puis la déguster à la fin de journée. Il y a quelque chose d'autour de la simplicité et de la logique finalement. Et puis en fait, dans les années 80, il va, il va filmer un petit peu ces gens. Donc le petit garçon qu'on voit sur l'image d'avant, il va avoir voilà, 50, 60 ans dans celui d'après. Et en fait, il a repris la ferme familiale et puis entre-temps, il a investi, comme beaucoup de paysans dans ces années-là, dans du matériel mécanique, donc des tracteurs, des faucheuses, etc. Et ça va être vraiment cette génération qui s'endette pour avoir du matériel. Et puis, il y a aussi cette mise en lumière du fait que on n'est plus dans le même rapport à l'humain, puisque tout est mécanisé. On perd cette proximité du geste. Donc, il y a beaucoup moins de labeur. Effectivement, ça a facilité la tâche de pouvoir faire des gestes très fatigants et récurrents par des machines. Pour autant, il y a quelque chose d'un peu plus aseptisé qui est assez étrange à visualiser. C'est pas pour autant amené comme ça. Il y a quelque chose d'un peu du documentaire où il n'y a pas forcément de jugement. Mais je sais que moi, le second temps, donc Biquefard, il m'a fait cet effet un peu mélancolique de OK, c'était ça et maintenant c'est ça, sur une même famille. Donc je trouve que vraiment en 2 temps, c'est assez intéressant. Il y a quelque chose d'un peu sociologique, hein, de regarder vraiment comment ont évolué les choses dans le rapport vraiment à l'outil, au travail et au labeur. Alors pareil, Alexis Vettoretti, je l'ai découvert il y a peu de temps. Pour autant, j'ai eu un sacré coup de cœur pour son travail, parce que je pense que je m'étais déjà un peu questionnée, pareil, via les membres de ma famille, et entre autres ma grand-mère, sur ces femmes qui sont dans le milieu rural. Et lui, en fait, il va vraiment aller photographier, donc aller taper aux portes de ferme et juste interroger les mamies, donc munies de leur petit tablier coloré qu'on connaît tous bien. Et il va leur proposer un temps intime de discussion et de photographie. Donc il va créer une proximité comme ça et permettre aussi à ces femmes qui sont souvent silencieuses dans des gestes très routiniers, hein, c'est-à-dire faire à manger pour la famille, faire le linge, avoir quelques gestes dans les champs. Mais finalement, on reste quand même dans des sociétés qui sont plutôt patriarcales, où c'est plutôt la figure masculine qui va tenir le corps de la ferme. Donc je vous en ai mis plusieurs, je trouve qu'elles sont assez touchantes puisqu'elles sont vraiment au cœur de leur maison. Et elles sont à retrouver dans un ouvrage qui s'appelle Paysanne. Et il retrace comme ça tout un tas de portraits de femmes qui ont grandi et vécu à la campagne et qui ont quand même des vies assez, comment dire. En fait, il y avait peu de questions. C'est-à-dire que ce qui revient beaucoup, j'ai l'impression que c'était comme ça.
Et pour le coup, pour ma grand-mère, c'est un peu ça aussi. C'est-à-dire que très tôt, on se marie, très tôt, on fait des enfants et on répète les gestes. Et puis il n'y a pas vraiment de question de si c'est bien ou si c'est pas bien, c'est juste comme ça. Et il y a quelques discours comme ça de ces personnes. En fait, il met une petite citation à chaque fois, des discussions qu'il en retire de la rencontre de ces femmes. Et c'est toujours des choses qui sont un peu poignantes sur le fait que je suis arrivée là à tel âge et puis en fait j'ai jamais pu retourner voir ma famille, mais c'est la vie que je mène et c'est ok. En fait, c'est pas du tout des lamentations et pourtant quand on le lit, et moi en étant aussi de mon point de vue de jeune femme contemporaine, je comprends que c'était vraiment une époque qui était dure et je le vois avec ce prisme-là. En même temps, c'est très poétique de voir que c'est des vies qu'elles ont menées et qu'elles ont assumées et que c'est comme ça. Donc c'est cet ouvrage-là. Et j'ai retenu une citation de cet artiste qui a mené ce projet. Pendant plus de 10 ans, j'ai frappé à ses portes. Avant de toquer, je me demande qui vit de l'autre côté. Je regarde, j'écoute, j'imagine. À chaque porte qui s'ouvre, je découvre un monde, celui que l'on appelle paysan. Et c'est ça aussi, ces femmes, c'est le reflet. Derrière ce terme paysan, il y a aussi paysanne. Pareil, en construisant cette conférence, j'ai pensé à Jean Giono. Ce bouquin, je l'ai lu il y a un petit moment au final. Mais, euh, mais j'ai été assez happée par ce personnage, donc le chant du monde, euh, qui est extrêmement connecté aux éléments. C'est-à-dire qu'il n'a pas besoin de grandes choses finalement. Il se lève, il fait ce qu'il a à faire dans la nature, c'est-à-dire chercher de la nourriture, chercher de quoi s'abriter s'il pleut, et se laver dans la rivière. Et entre autres, il y a un moment donné dans le livre où il y a une description qui est très belle, où il explique que justement, après avoir dormi au pied d'un arbre, alors qu'on l'avait invité à dormir dans un logis, mais il avait envie de dormir au pied de cet arbre parce que ça a beaucoup plus de sens pour lui d'entendre les éléments de la nature, ça le rassure. Donc déjà, c'est assez intéressant parce qu'on aurait tendance à croire que c'est plutôt inquiétant d'entendre les bruits des animaux, mais non, lui, ça le rassure. Et finalement, le matin, comme à son habitude, comme tous les matins, il va se plonger dans la rivière pour se laver, mais pas que. C'est aussi pour sentir les vibrations dans le ruisseau ou dans la rivière de l'eau, qui indiquerait si en amont il y a un bateau qui arrive, qui lui donne des informations comme ça sur le mouvement des hommes qui sont autour de lui, tout en étant extrêmement connecté à ces éléments-là, ou si une tempête se prépare. Et j'ai trouvé ça très très fort parce que finalement ce livre il explique quoi? C'est que vivre, c'est juste passer une journée où j'ai mangé, où j'ai bien dormi et où j'ai été voir mes animaux. Et puis si ça c'est fait, tout va bien. Il n'y a pas du tout de question d'argent, de travail. Donc c'est finalement un regard très critique et avant-gardiste sur la notion de travail, hein. Le travail, quand il en parle, il y a vraiment cette idée d'aliénation de cette société qui commence à être relativement consommatrice et où on perd en fait cette idée de sens. C'est-à-dire que effectivement pour un paysan, en fait travailler, ça va pas venir en contradiction avec vacances. C'est-à-dire que se lever, s'occuper de sa ferme, c'est juste logique. Et il n'y a pas vraiment cette découpe entre travail, vacances. Tout est un petit peu entremêlé. C'est finalement, c'est très vulgairement dit, mais c'est un style de vie, c'est une manière de vivre. Et ça détache un petit peu de ce rapport qu'on peut avoir à l'argent, au matériel, puisque finalement, c'est la manière dont on a décidé de vivre et qui plus est connectée avec la nature. Donc je pense qu'il y a vraiment cette idée où on ne s'urbanise pas et on ne se décloisonne pas comme ça du travail, de la nature. Voilà, il n'y a pas besoin de partir en vacances dans la nature, puisqu'en fait, on est au cœur de la nature et qu'on vit chaque saison en même temps qu'elle. Donc c'est vraiment une éloge de la contemplation et de la paresse, dans le sens pas forcément juste rien faire. Mais d'ailleurs, rien faire en soi, ça n'existe pas. On fait toujours des choses. Et c'est ces richesses-là qu'il faut mettre en avant. Donc pareil, j'aime bien retenir une citation qui permet un petit peu d'illustrer comme ça les personnes que je cite.
Toutes les erreurs de l'homme viennent de ce qu'il s'imagine marcher sur une chose inerte, alors que ses pas s'impriment dans de la chair pleine. Donc là, tout est dit, finalement, ce qui nous entoure, c'est vivant, et on a juste à prendre le temps de s'asseoir et de le regarder, et de revenir un petit peu à cet état qui nous permet de le faire. Et effectivement, c'est pas du rien, c'est de la lenteur, c'est de l'observation, mais c'est pas du rien. Pour terminer sur cette conférence, j'avais envie de parler de Pierre Rabhi, que pareil, j'avais découvert il y a très longtemps, via cet ouvrage, Vers la sobriété heureuse. Donc c'est un penseur des temps modernes, qui a vraiment une manière pour autant très contradictoire avec la société dans laquelle on est. C'est vraiment l'éloge de nouveau de la simplicité et de l'authenticité. Il explique très simplement qu'il n'a pas besoin de grand-chose, si ce n'est se loger et se nourrir, et que pour le reste, tout lui est offert gratuitement, qu'il n'y a même pas une question d'argent. Et en fait, il va parler de son militantisme, il va venir aussi des retours de cette société très industrialisée, où les sols ont été tellement malmenés après-guerre, donc la question des pesticides et du coup des sols morts. C'est quand même assez ahurissant de savoir que les sols ont des propriétés en eux qui s'autosuffisent. Il suffit de faire quelques jachères pour que repartent de plus belle tout le microbiote et tout l'état vivant des sols. Et finalement, tapisser ces sols de pesticides va venir tuer l'essence même des sols. Et du coup, comme le dirait Giono, on n'a plus cette chair sous les pieds puisqu'elle est morte. Et on continue comme ça de cultiver par-dessus et de manière artificielle. Et ce non-sans ça, il explique très bien dans cet ouvrage. Il explique également bien dans des interviews où en fait, il va essayer de retourner, de mettre en lumière cette espèce d'illogisme-là, et de présenter une vision qui est très pacifique et très militante dans sa manière de voir le fait de cultiver, qui est en lien aussi avec la précarité. C'est-à-dire que travailler les terres, les sols d'une manière industrielle, on vient un petit peu à des espèces de déséquilibres dans la manière de nourrir le monde. Et je trouve qu'il est extrêmement touchant et simple, et très passionné par ce qu'il propose. Donc je vous encourage vivement à ouvrir ce bouquin-là qui fait beaucoup de bien dans un monde qui n'est pas encore tout à fait à la page sur ces questions-là. Voilà, je vous remercie pour votre écoute.